En décalage. Ah, suis-je toujours en décalé? La technologie, ce serait tellement mieux de se retrouver et de la faire en vrai. Bienvenue Bertrand, Bonjour Romain. bienvenue dans cette nouvelle librairie. Bonjour à tous. Alors Bertrand, tu es professeur de sociologie à la Sorbonne. Tu interviens dans notre réseau sur deux sujets, en schématisant un sur la famille et l'autre sur l'hyperformance. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, pour cet ouvrage. Je vais être un petit peu le maître du temps. Je vais te donner 2 minutes, un peu plus. À l'APM, on est toujours pris par le temps, pour présenter cet ouvrage. Et puis ensuite, je te poserai quelques questions. Je t'en prie. L'idée générale, c'est que les sportifs de haut niveau, souvent par nécessité, sont des gens qui n'ont pas fait des études très poussées. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont des choses tout à fait passionnantes à nous dire et à nous apprendre. Pourquoi? Parce que depuis très longtemps, depuis leur plus jeune âge, ils cherchent à améliorer leur performance. Donc, ils ont appris à se confronter aux difficultés, à chercher des solutions et à en trouver. Sinon, ce ne seraient pas des sportifs de haut niveau. D'où l'intérêt qu'il y a d'étudier leurs propos, d'étudier leur comportement. C'est ce que j'ai tenté de faire, parce que je crois que nous pouvons tous en tirer des enseignements sur comment optimiser notre potentiel, améliorer nos performances et aider notre entourage à améliorer ses performances aussi. Donc, c'est des choses qui nous concernent tous et qui concernent au premier chef, évidemment, les responsables d'entreprise. Voilà ce que j'ai essayé de développer dans ce livre. Alors, timing plus que respecté, donc on va en profiter pour creuser un petit peu. Donc, on bénéficie de conseils de grands champions dans cet ouvrage. Mais finalement, est-ce qu'on peut définir cette notion de champion? Parce que tu abordes notamment le cas de Claude Onesta. Peut-on dire que Claude Onesta est un champion au sens sportif du terme ou un champion d'autre chose? Il l'est incontestablement au vu de ses résultats. C'est d'ailleurs tout l'intérêt des propos que tient Onesta, c'est que ce n'est pas des spéculations abstraites qui n'auraient pas d'application concrète. Ces résultats plaident pour lui. Alors, moi, ce que j'appelle une hyperformance, ça a un double sens. Une hyperformance, c'est une performance qui est vraiment hors du commun, extraordinaire, et qui marque les esprits, qui fait qu'on s'en souvient. Les exemples qu'on peut avoir présents à l'esprit dépendent de la génération à laquelle on appartient. Dans ma génération, par exemple, le bond de Bob Beamon lors des Jeux Olympiques de Mexico en 1968, où dès le premier essai, il améliore le record du monde de saut en longueur de 55 cm, ça fait partie de ce que j'appelle une hyperformance. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, mais ça a tellement frappé les esprits que ça s'est inscrit dans la langue. En anglais, aujourd'hui, Beamonesque, c'est un adjectif qui désigne quelque chose d'extraordinaire et d'inattendu. Voilà, ça c'est le premier sens. Mais le deuxième sens de ce que j'appelle une hyperformance, et c'est là où ça nous concerne tous, c'est que c'est simplement une performance qui est au-dessus de ce qui était prévu. Jean-Claude Killy dit très joliment, chacun dans notre coin, nous pouvons faire un peu mieux que ce qui était initialement prévu. Et c'est vrai qu'on a tous tendance à baisser les bras un peu trop vite. Et le sport de haut niveau, à ce point de vue-là, est une loupe grossissante, passionnante, parce que ça permet de voir comment ces champions font pour atteindre ce qui pour eux est des hyperformances, et de voir comment nous, on peut s'en inspirer, chacun à notre niveau. Fais-tu une distinction entre un champion d'un sport collectif et un champion d'un sport individuel? Alors, la distinction est évidente, mais en même temps, moi, j'ai plutôt tendance à essayer de la problématiser. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à ces questions. Étant sociologue, j'ai voulu montrer que même dans les sports d'apparence individuelle, il y a toujours un collectif derrière une performance de très haut niveau. Quand Nadal, Federer, Djokovic se déplacent, j'ai beaucoup travaillé sur le tennis, quand ils se déplacent, qu'ils viennent dans un tournoi du Grand Chelem, ils peuvent venir avec une dizaine de personnes.
Il y a leur entraîneur, leur préparateur physique, leur préparateur mental, leur cordeur, leur nutritionniste, etc. Chacune de ces personnes joue un rôle très important dans le dispositif qui permet aux sportifs de haut niveau d'y performer. Et souvent, quand les analystes essayent de mettre en relief le rôle du collectif dans le sport, ils prennent comme exemple des sports d'équipe. C'est tellement évident que moi, j'insiste pas là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse comme sociologue, c'est de montrer que même quand une performance semble n'être que le résultat d'un effort individuel, en réalité, il y a toujours un back-office derrière qui est nous-mêmes, nous faisons partie du back-office des performances réalisées par d'autres gens. Et ça, je pense que pour des responsables d'entreprise, c'est quelque chose qu'il est important qu'ils arrivent à faire sentir auprès de leurs collaborateurs, qu'en réalité, toute performance repose sur la collaboration entre plusieurs acteurs. Je rebondis, avant de revenir dans le milieu du dirigeant, je rebondis sur cette notion de back-office dans le sport individuel. Finalement, le sport individuel, encore une fois de l'extérieur, hein, toi tu les as bien observés, peut-on se dire que ce back-office tire forcément dans le même sens que la pierre angulaire qui est le sportif, contrairement à une équipe collective où on peut se dire qu'il y a des rivalités internes, l'opposition avec quelqu'un d'autre qui fait que ça peut nuire à l'hyperformance. Donc finalement, quand je t'entends, et tu vas nous le dire, est-ce que c'est pas plus facile d'être hyperformant quand on tire tous dans le même sens et qu'on est dans un sport individuel, ou au contraire, le sport collectif avec toutes les dissensions peut nuire à ça? Ça l'est bien entendu, mais dans le monde du sport, moi j'ai été frappé par ça, on ne tolère pas longtemps les dissensions. Les discussions sont assez cash de ce point de vue-là, hein. Souvent peut-être même plus cash que dans le monde du travail d'une façon générale ou dans le monde de l'entreprise, tout simplement parce que c'est pas possible de tolérer des dissensions trop importantes. Moi, je suis anthropologue aussi, donc je travaillais sur les sociétés traditionnelles. C'est comme dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, les types aborigènes d'Australie, Bushman d'Afrique du Sud, les décisions doivent être prises collectivement. Il n'y a pas de chef, c'est ce qu'on appelle les sociétés acéphales. Et du coup, si vraiment une dissension s'instaure, eh ben, la bande se fractionne. Ceux qui ne sont pas d'accord s'en vont. Parce qu'on ne peut pas laisser trop longtemps des dissensions s'installer. Donc, je fais l'analogie avec le monde de l'entreprise, ce que tu fais très bien dans le réseau. Aujourd'hui, on se dit, et tu l'as dit en présentation, le sportif est quelque part conditionné à toujours passer le cap, à se dépasser. Et on parlait notamment avec différents membres de la maison APM, le dirigeant, parfois, ne choisit pas d'être dirigeant depuis son tout jeune âge, ça lui tombe dessus. Parfois, il hérite d'une entreprise familiale, il n'était pas forcément destiné à ça, et on attend de lui une performance. Quelle distinction tu fais dans cet objectif de performance entre le sportif et le dirigeant? C'est une question extrêmement intéressante. Il y a des transpositions qui sont possibles d'un domaine à l'autre. Il y en a qui ne le sont pas. Quand je fais des expertises là-dessus, je trouve ça très intéressant d'en parler avec des responsables d'entreprise parce qu'il y en a souvent beaucoup qui s'intéressent au sport et qui ont réfléchi à cette question déjà. Moi, je pense que un grand point commun entre les responsables d'entreprise et les grandes personnalités du monde du sport, c'est que ce sont des gens qui s'intéressent aux autres. Si on n'a pas le goût du rapport avec les autres, on ne peut pas faire convenablement ce type de métier parce que ce sont des activités qui, par définition, sont collaboratives. Voilà. Mais il y a aussi des différences. La temporalité, pas la même. La possibilité, effectivement, de choisir les gens avec qui on travaille n'est pas la même. Un autre point commun pour moi qui est très, très important, c'est que, ça c'est vraiment une des conclusions à laquelle j'en suis arrivé dans mon bouquin, c'est que la dimension du plaisir est absolument cruciale dans une activité comme dans l'autre. Les sportifs de haut niveau, ce sont des gens qui doivent atteindre des niveaux de concentration extrêmes.
Euh, Ça va très vite dans le sport de haut niveau, le rétablissement acrobatique d'un skieur, la volée réflexe d'un joueur de tennis. Dans les sports collectifs, il faut tout le temps être concentré pour voir comment les gens se déplacent. Le meilleur moyen de se concentrer, ça c'est vraiment quelque chose auquel je t'ai amené à réfléchir en étudiant le monde du sport, c'est de prendre plaisir à ce qu'on fait. En réalité, la concentration, ça n'est rien d'autre que l'intérêt qu'on prend aux choses que l'on fait. Si on se désintéresse de ce qu'on fait, ben on aura tendance à laisser son esprit vagabonder, etc. Pour un responsable d'entreprise, je pense que il y a quelque chose d'un petit peu équivalent là. Il y a certainement tout un tas de tâches qu'un responsable d'entreprise doit faire qui sont fastidieuses. Il est extrêmement important que le plaisir reste malgré tout dominant. Sauf cas très particulier, si les gens font ce métier, font cette activité, c'est qu'ils y trouvent leur compte. Donc il faut qu'ils sachent en permanence retrouver le fil du plaisir et le communiquer aux autres aussi. Donc ça, c'est un vrai travail sur soi et on ne le fait pas seul. Il faut aussi bien s'entourer, j'imagine, pour toujours recréer la dynamique, recréer l'envie dans le sport comme dans le monde de l'entreprise. La capacité à bien s'entourer pour les sportifs de haut niveau, c'est une qualité absolument centrale. Euh, On voit bien dans les joueurs de tennis, par exemple, les plus grands, ils n'hésitent pas vraiment à se constituer une équipe top niveau. On voit Murray fait venir Lendl comme entraîneur, puis après il fait venir Mauresmo, etc. C'est d'ailleurs peut-être un des points faibles des Français. Je parle dans le monde du tennis, c'est que ils ont pas fait souvent l'investissement, y compris l'investissement financier, hein, tout simplement, leur permettant de se constituer une équipe vraiment super top, super professionnelle. Pour rebondir sur ça, là, c'est une question très personnelle. Toi, pour les avoir observés, qu'est-ce que tu penses d'un sportif qui finalement s'entoure d'anciens sportifs qui n'ont finalement pas été hyper performants dans leur domaine? Est-ce que tu y vois quelque chose d'intéressant, de plutôt plombant, ou est-ce que tu comprends cette dynamique? Ça dépend des moments, je pense, dans la carrière d'un sportif. À nouveau, si je reste sur l'exemple du tennis, tu sais, souvent, ils hésitent pas à changer d'entraîneur au bout Ouais, d'un moment. C'est pas parce qu'ils jettent les gens et qu'ils seraient pas redevables. C'est parce qu'il y a des moments où on tire la substantifique moelle de quelqu'un, et puis une fois qu'on l'a tiré, bon, fin du euh, cycle. il peut y avoir des gens qui ont été des joueurs de tennis honnêtes, mais pas des très très grands champions, mais qui ont beaucoup observé les choses et qui peuvent avoir du recul et apprendre à un sportif à y performer. Pour les plus grands, à un moment ou à un autre, ils éprouvent en général le besoin d'avoir autour d'eux quelqu'un qui a côtoyé les plus hauts niveaux. La question du rapport à l'échec et à la victoire est une question très délicate, très difficile dans le monde du sport de haut niveau. Il faut à la fois aspirer à vaincre, mais ne pas surévaluer non plus le prix d'une victoire. Et ça, c'est quelqu'un qui a déjà été numéro un mondial, qui peut t'apprendre à le faire, en fait, qui va t'apprendre à relativiser les choses. On revient sur le dirigeant. Je vais te poser une question. Tu me diras si elle te semble pertinente ou non. Mais peut-on dire que le dirigeant est un sportif individuel ou un sportif du collectif? Je m'explique. Tu as donc le dirigeant de l'entreprise qui sait s'entourer pour tirer dans le même sens. Et du coup, on peut l'apparenter à un tennisman, par exemple. Ou plutôt, le dirigeant s'inclut dans une équipe donc très collective et finalement, il a le rôle de capitaine ou parfois même de coach, j'en sais rien. Est-ce que tu peux nous donner, s'il y a une réponse, sur le profil type d'un dirigeant? Est-ce que c'est plus un sportif individuel ou un sportif collectif? À mon avis, c'est quelqu'un qui précisément perçoit qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux. Les deux dimensions sont très complémentaires. Il faut évidemment, quand on veut être un grand sportif ou être un grand dirigeant, il faut avoir des
qualités individuelles, des capacités de résistance un peu hors normes, ça se travaille, mais il faut aussi avoir la capacité de travailler avec les autres, de transmettre de l'enthousiasme aux autres, de créer de la cohésion à l'intérieur de ces équipes. Et je pense que les grands dirigeants sont des gens qui sont capables de jouer sur ces deux registres. On va revenir un petit peu sur toi, puisque tu es notre invité aujourd'hui. Donc, tu es sociologue, tu travailles sur l'e-performance, tu travailles sur d'autres sujets, tu écris, donc tu as une appétence particulière pour la lecture et l'écriture, j'imagine. Je vais te poser comme je pose à tout le monde. Pourrais-tu nous partager 2-3 ouvrages de ta bibliothèque idéale et dans un second temps, 2-3 titres qui pourraient étoffer ton propos et les sujets que tu traites dans notre réseau ou même tes travaux hors APM? Alors, je dois dire que quand on m'interroge sur mes lectures, en fait, je suis enclin à évoquer des romans. Parce que j'ai l'impression que souvent, je parle de grands romans, souvent on en apprend davantage en lisant des romans et en pénétrant dans des mondes qu'on ne connaît pas qu'en lisant un essai un peu rasoir de sociologie ou de philosophie. Bon, moi, ce qui me vient spontanément à l'esprit, il est décédé il n'y a pas longtemps, donc je pense à lui. J'adore les romans de John le Carré, qui a un talent pour éclairer les motivations, les zones d'ombre, mais aussi les zones motrices des individus. Et cette question de savoir qu'est-ce qui est véritablement votre moteur, c'est une question qui est au cœur de l'activité sportive et aussi, je pense, de l'activité du dirigeant. Dans le domaine plus spéculatif, moi, j'ai été très marqué par les travaux de Claude Lévi-Strauss, très grand anthropologue, dont j'ai été un étudiant et dont je parle pas mal dans mes interventions sur la famille. Et je pense que c'est des choses qui sont intéressantes pour les entreprises parce que Claude Lévi-Strauss, dans ses théories, insiste beaucoup sur le rôle de l'échange dans la constitution de la cohésion sociale. Si on veut que les gens créent du lien social, il faut entre eux organiser des échanges, de l'interdépendance, etc. Et puis sur le versant strictement sportif, un des livres qui m'a le plus marqué ces dernières années, il n'a malheureusement pas été traduit en français, c'est les mémoires de Bob Beamon, qui sautait en longueur que j'évoquais précédemment. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle The Man Who Could Fly, l'homme qui pouvait voler. J'ai d'ailleurs mis en exergue de mon dernier bouquin une citation de Bob Beamon. J'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que c'est quelqu'un qui a eu une enfance très difficile, vraiment défavorisée, dans une Amérique partiellement raciste et dans un milieu économique très défavorisé, et qui a su tirer de cela une énergie supplémentaire pour avancer. Bertrand, que te dire à part merci, parce que ça donne vraiment envie. C'était très riche. Donc surtout, n'hésitez pas. Vraiment, entre l'immersion dans cet univers de sportif et en même temps l'analogie, les conseils qu'un dirigeant peut en tirer, c'est vraiment très, très utile et très pertinent et très complémentaire de ce que tu fais dans notre réseau. Donc, n'hésitez pas. On partagera le titre à la fin de la vidéo. Eh bien, Bertrand, merci. Merci à vous tous, à toute l'équipe, puisque quand il y a un dialogue à deux comme ça, en réalité, il y a tout un tas de gens autour qui font le back-office. Eh bien, parfait. Merci à Aurélie, c'est bien de le dire, qui nous filme à chaque fois. Merci à Florence, qui nous enregistre. Absolument. Que la qualité soit excellente. Donc, merci à tout le monde. Merci à vous de nous suivre. Et puis, à très bientôt. À très vite.